Merci beaucoup. Je vous remercie de me donner l'opportunité de pouvoir parler de génétique. Et en plus, ça fait la deuxième fois, donc ça fait beaucoup. Puis vous êtes très nombreux, donc vraiment, c'est extrêmement sympathique, en particulier dans cette filière avec un très grand dynamisme, très enthousiasmant. Et je suis très ravi de pouvoir parler après un de mes maîtres. Donc voilà, je suis content, très content. J'aurais voulu être en hologramme, parce que comme ça, j'aurais fait encore aussi de la e-communication, mais c'était pas possible. Voilà. Alors, à la question, qu'est-ce que apporte la génétique dans la prise en charge des patients avec maladie rare tête et cou, on peut se poser plusieurs questions. D'abord, pour qui il faut faire des examens génétiques, pourquoi il faut les faire et comment on peut les faire. On va reprendre un peu des éléments de ce que Arnold nous a informé. Mais globalement, à qui on doit ou à qui on peut proposer, parce qu'il n'y a aucun devoir, mais à qui on peut proposer des examens génétiques et quelle va en être l'utilité. Il faut savoir que les anomalies et les malformations de la tête et du cou sont des pathologies du développement embryonnaire et fœtal. En fait, ces malformations sont très fréquentes. Si on prend les fentes labiopalatines, environ une naissance sur 700, les craniosténoses, un enfant sur 2000 à un enfant sur 4000, les dysostoses mandibulofaciales, 1 sur 10 000, et les oligodonties, on va dire 1 sur 10 000 aussi. Donc en fait, il s'agit d'affections extrêmement fréquentes. Les causes de ces affections sont extrêmement complexes et variées, et c'est là où on a besoin d'avoir un diagnostic de précision. Donc on peut avoir des causes qui sont purement environnementales, d'autres causes qui vont être mendéliennes. Alors mendélienne, c'est les petits pois lisses et ridés, c'est la transmission directe, ou en tout cas, on va dire des formes monogéniques ou chromosomiques claires. Et à l'intérieur, on peut séparer des formes isolées, où il y a uniquement l'atteinte de l'organe, et des formes dites syndromiques, où là, on va avoir plusieurs autres symptômes associés. Et là, clairement, on va avoir besoin d'un diagnostic de précision pour pouvoir ensuite faire de la prévention de ces autres symptômes. Et puis, il y a les formes multifactorielles. Alors, comment on pourrait représenter ça ? Si je bois de l'alcool pendant la grossesse, je sais que j'ai un risque d'avoir un enfant avec déficience intellectuelle, mais aussi, je vais avoir augmenté mon risque d'avoir une fente labiale, par exemple. Il en est de même avec le tabac, parce que j'ai un petit risque relatif d'avoir une fente labiale si je fume. Si je prends de la dépakine pendant ma grossesse, je vais avoir un risque d'avoir des malformations associées. Donc là, on sait qu'on est dans l'environnement. Vous savez que la dépakine, entre 2007 l'acide valproïque entre 2007 et 2015, il y a eu une grossesse sur 500 exposée in utero à la dépakine, donc c'est énorme, c'est un vrai scandale sanitaire, un vrai scandale, puisqu'en fait c'est contre-indiqué. Et les indications, c'était épilepsie et troubles de l'humeur. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients, qui ont eu pendant leur grossesse un traitement par dépakine. On peut avoir des causes multifactorielles, où là on va avoir un peu de génétique, un peu d'environnement. C'est difficilement calculable, maîtrisable, et on ne peut pas en faire bien grand-chose aujourd'hui. Il est vrai qu'il commence à arriver les polygenic risk scores, qui sont des scores d'associations polygéniques qui auront peut-être un intérêt par la suite. Mais là on est dans une perspective à 5-10 ans. Et puis il y a les formes monogéniques que l'on pensait être extrêmement rares, et qui finalement ne sont pas si rares que ça. Pourquoi ? Parce qu'on a eu accès à des examens génétiques de plus en plus facilement. Et là, on voit le côté positif de l'examen génétique, c'est le diagnostic de précision. En gros, quand on voit un patient qui a un symptôme, comme vous pouvez les voir en consultation, on va se poser la question de cette étiologie, et il y a un continuum d'étiologie. Du coup, à qui faire un examen génétique ? J'aurais tendance à dire à tous les patients que vous voyez en consultation, pour lesquels vous posez la question de la cause, et on verra après l'intérêt de pouvoir déterminer quelle est cette cause. Donc du coup, la difficulté, ça va être effectivement de pouvoir accéder à cet examen génétique. Et même si on se dit c'est probablement une forme environnementale, comme l'exposition in utero à la dépakine, aujourd'hui, le gold standard, la règle, c'est de dire on fait d'abord un examen génétique pour éliminer une phénocopie de l'exposition in utero à la dépakine. Donc j'aurais tendance à dire pour tous. Alors, ce qui pose souci, parce que je suis sûr que vous ne faites pas des examens pour tous les patients que vous voyez. Alors après, pourquoi ? Et c'est là où on va voir pourquoi il y a un intérêt de faire un examen génétique finalement pour les patients. Parce que, et il y a une longue liste à Prévert, mais réellement elles ont tous ces intérêts, ça va répondre aux questions des patients, et la plupart des patients, quand on fait une annonce diagnostique, alors soit les parents de l'enfant, soit le patient lui-même, la première question c'est est-ce que c'est grave ? Est-ce que vraiment ça va m'impacter fortement ? Est-ce que ça se traite ? Alors là, ça c'est pas moi qui vais répondre à cette question-là, c'est plutôt vous. Et est-ce que ça se transmet ?
Et c'est souvent une question qu'on méconnaît, et c'est une vraie question qui est posée. Est-ce que ça se transmet? Est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je vais avoir un autre enfant avec les mêmes problèmes? Et là, clairement, si vous n'avez pas un diagnostic de précision, vous êtes incapable de répondre à cette question-là. Ensuite, avoir un diagnostic, c'est limiter l'errance diagnostique. Et on sait aujourd'hui que dans le cadre des maladies rares, l'âge moyen au diagnostic, c'est 4 ans. 30% des patients vont avoir un faux diagnostic, vont avoir les soins qui ne vont pas être adaptés, on va avoir une iatrogénie liée à un traitement inadapté, à des examens inadaptés, et donc là on va être dans un diagnostic de précision, on sait ce qui se passe, on va pouvoir proposer les bons soins et éviter la iatrogénie, on va être dans la juste prescription du bon geste chirurgical, du bon traitement, de la bonne prévention. On va aussi proposer un conseil génétique, c'est-à-dire répondre à la troisième question. Donc on a répondu à la première question, est-ce que c'est grave? Bon, ça, on n'est pas très bon en génétique pour répondre à cette question-là. On peut juste avoir un diagnostic de précision et être un peu plus clair sur les symptômes cliniques associés. Est-ce que ça se traite? Parfois, on peut guider la bonne prise en charge. Alors c'est vrai que pour les problèmes tête et cou, peut-être pas tant que ça. On a d'autres indications pour lesquelles nous, on a vraiment une immunothérapie ciblée dans les maladies auto-immunes ou des thérapies ciblées dans le cancer, ou même, si je fais un dépistage néonatal de la phénylcétonurie, je dépiste une maladie génétique grave et je vais faire une thérapie ciblée puisque je vais évincer la phénylalanine dans le traitement de ces patients, ou l'hypothyroïdie congénitale, etc., etc. On peut proposer donc un conseil génétique pour répondre à la question est-ce que ça se transmet, et on va pouvoir dire si c'est un accident génétique, une néomutation chez l'enfant qui a le problème génétique et donc lui-même aura un risque de le transmettre, mais pour les parents, le risque de récidive est faible. Il faudra quand même se méfier des mosaïques germinales. Et puis, on va pouvoir apporter des explications sur si ça se transmet, des possibilités, en fonction de la demande du couple, bien évidemment, de diagnostic prénatal, de diagnostic pré-implantatoire, ou l'utilisation de l'ADN libre circulant pour faire un dépistage de cet ADN libre circulant et des mutations qu'il pourrait avoir. On appelle ça le DPNI, même si le dépistage non invasif, même si c'est pas un terme très bien utilisé. Et puis, dernière chose, on va pouvoir étendre les connaissances via la recherche, parce que si on n'a pas un diagnostic avec l'examen génétique, peut-être que à un temps T0 où on fait l'examen, peut-être qu'on aura un diagnostic à un temps T plus 1, et ça va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre les voies physiopathologiques et éventuellement de participer à améliorer la prise en charge. Donc on l'a vu, si j'ai un diagnostic de précision, je vais avoir plein d'informations utiles pour le patient, à savoir, et donc diagnostic de précision génétique. Est-ce que je vais être capable de prévenir d'autres symptômes? On verra des exemples après, parce que là, ça fait assez abstrait. Est-ce que je peux faire de l'éducation thérapeutique de mes patients parce que je vais prévenir un problème d'obésité associé à ma maladie génétique? Est-ce que je peux prévenir des problèmes d'otite séromuqueuse à répétition, etc., etc. On va dépister les autres membres de la famille, on l'a dit, et on peut faire cette prévention par le conseil génétique. En fait, on rentre, sans le savoir, dans l'ère de la médecine personnalisée par les données de génétique. Et clairement, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont au courant qu'il y a un plan de santé qui s'est mis en place, qui s'appelle le plan France Médecine Génomique. Ça vous dit quelque chose ou pas? Bon, donc le plan français de médecine génomique est un plan de médecine personnalisée. Et aujourd'hui, il y a un rapprochement extrêmement fort entre le plan maladie rare et entre les plans maladies rares et le plan de santé médecine génomique, ce qui fait qu'en fait, on fait de la médecine personnalisée chez les patients qui ont une maladie rare. Alors, comment on va faire cet examen génétique? Alors déjà, la première des choses, c'est qu'il va falloir pas confondre symptômes et maladies. Et parfois, on reste un peu enquisté dans notre médecine du XXe siècle et on va confondre, on va dire, ça, tiens, c'est la maladie, on va voir des exemples, mais en fait, non, ce n'est qu'un symptôme. Et puis, du coup, il faut considérer des malformations comme étant des symptômes et pas la maladie, parce que derrière se cache peut-être quelque chose de plus global et qui permettrait de pouvoir ensuite dérouler toute la prise en charge beaucoup plus globale du patient. Alors, un exemple de confusion symptôme-maladie. L'autisme, c'est pas une maladie. Moi, je suis sûr que je vous ai choqué. Non, peut-être pas. L'autisme, c'est pas une maladie. L'autisme, c'est un symptôme. Parce que derrière va se cacher des maladies. Parce qu'on a des autistes avec déficience intellectuelle, d'autres non.
Avec des macrocéphalies, d'autres non. Avec des problèmes d'épilepsie, d'autres non. Avec des malformations, pourquoi pas, d'autres non. Donc ça veut dire que si on considère que l'autisme est une maladie, à ce moment-là, je peux considérer que la fièvre est une maladie. Et puis je fais pas de diagnostic de précision de pourquoi j'ai de la fièvre, et puis je fais pas de la thérapie ciblée avec les antibiotiques. Puis à la rigueur, si je recule encore 500 années plus loin, si on veut vraiment faire de la régression, on va faire des processions parce qu'il y a la peste. Hein. Donc l'idée, c'est pas d'être dans cette dynamique-là, mais plutôt de se dire, ce patient-là qui a de l'autisme, c'est un symptôme, il faut que je cherche la maladie qui se cache derrière. Ce patient qui a une craniosténose, c'est un symptôme, il faut que je cherche la maladie qui est derrière. Ce patient qui a une séquence de Pierre-Robin, c'est un symptôme, c'est pas une maladie. Donc on ne parle pas de syndrome de Pierre-Robin, mais de séquence, parce qu'on observe un phénotype et il faut qu'on cherche le génotype quand il est présent de cette pathologie pour avoir un diagnostic de précision. Donc là, vous voyez qu'en tant que généticien, je prêche pour ma paroisse sur le diagnostic de génétique. Alors du coup, effectivement, ce que j'explique là, c'est que dans l'autisme, en fait, on a le syndrome de X fragile, on a le syndrome de Rett, on a beaucoup de maladies mendéliennes qui sont en train d'être identifiées comme étant responsables, entre autres symptômes de l'autisme, mais aussi de la déficience intellectuelle, de l'épilepsie, de la schizophrénie, etc., etc. Donc on a un changement de paradigme qui n'est possible que par le diagnostic de précision et que parce qu'on regarde différemment, finalement, la cause de la pathologie, de la maladie chez l'enfant. Et on le voit bien que si je me trompe, j'ai pas la même prévention des troubles, j'ai pas les mêmes soins et je ne serai pas capable de prendre en charge mon patient correctement. Alors du coup, on le voit, une fente palatine, c'est pas une maladie, c'est un symptôme et on a besoin du diagnostic de précision derrière cette fente palatine ou derrière cette séquence de Pierre-Robin. Alors du coup, il faut impérativement qu'on sépare les formes isolées des formes syndromiques, ça c'est la première attitude. Et si je prends la séquence de Pierre-Robin, par exemple, je ne veux pas vous dire ce que c'est, on sait qu'il peut y avoir plusieurs maladies qui se cachent derrière cette séquence de Pierre-Robin et qu'on doit impérativement identifier ces maladies. Je peux avoir des formes syndromiques et aujourd'hui on sait qu'un patient sur deux qui a une séquence de Pierre-Robin a en fait une forme syndromique. C'est-à-dire que 50% des patients avec séquence de Pierre-Robin ont probablement d'autres symptômes cliniques qui sont associés à leur séquence de Pierre-Robin et il faut impérativement les dépister. Et je vous ai mis un arbre indigeste, mais globalement, quand on a une forme syndromique, on va être amené à réaliser un certain nombre d'examens, en sachant qu'aujourd'hui on est dans une stratégie phenotype first, c'est-à-dire le phénotype en premier, et qu'on va basculer dans une autre stratégie qui sera, j'ai une séquence de Pierre-Robin, je fais un génome, je ne me pose pas la question de savoir ce qui se cache derrière, j'aurai une réponse éventuellement rapide si je fais un génome ultra fast, ça peut faire sourire, on peut se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nous à Montpellier, Montpellier c'est pas le centre de la génétique du monde entier, on est capable de faire des exomes et de rendre la réponse en 8 jours. Voilà. Et on doit être capable de pouvoir faire un génome parce que la technique est plus simple, je ne dis pas les résultats ni le traitement, de faire un génome en 3 jours. Donc en 3 jours, un séquençage de l'intégralité de l'ADN qui va permettre de dire j'ai cette maladie et donc je fais tels examens utiles et pas des examens qui seraient inutiles. Après tout, j'ai ma séquence de Pierre-Robin, je fais un génome et je sais que c'est une maladie musculaire parce que j'ai des variants pour lesquels je suis sûr, je n'ai plus besoin de faire une biopsie musculaire. Le geste est invasif, il est plus utile. Puis j'aurais certainement pas besoin de faire des radiographies de squelette parce que finalement, c'est pas l'intérêt. Donc on peut avoir un symptôme en haut, séquence de Pierre-Robin, et une multitude de pathologies génétiques. Ça peut être un Stickler, ça peut être une trisomie 21, une microdélétion 22q1.2, un syndrome de Treacher-Collins, syndrome Kabuki, enfin peu importe. Peu importe ce qui se cache derrière, peu importe le nom de la maladie, ce dont on a besoin, nous, c'est d'une conduite à tenir et une prise en charge spécifique adaptée à la réelle maladie de ce patient, qui n'est pas la séquence de Pierre-Robin, mais qui est autre chose. Si c'est une forme syndromique, si c'est une forme isolée, c'est une séquence de Pierre-Robin qu'on va prendre comme une séquence de Pierre-Robin, mais on ne fera pas le reste. Alors, est-ce qu'il y a un bilan standardisé ? Est-ce qu'on a un remède miracle quand on veut faire un diagnostic de génétique ? Aujourd'hui, non. Parce qu'on est encore limité par l'accès aux examens génétiques et on est toujours dans une stratégie phénotype first, c'est-à-dire le phénotype en premier, et on va
essayer de mouliner les informations, que l'on observe le phénotype pour faire des suppositions. C'est pas une stratégie qui est très très bonne parce que souvent on se trompe. C'est pas très bon, pas très sympa pour les patients parce qu'un jour on dit ils ont la maladie 1, puis le lendemain la maladie 2, puis le surlendemain la maladie 3, et donc du coup c'est assez insupportable. Mais il faut savoir que comme il y a ce plan France Médecine Génomique qui a démarré, donc ça y est, il y a déjà des génomes qui sont réalisés, il y a des indications dans le cadre du plan France Médecine Génomique qui ont été mises en place, des indications pour lesquelles on n'aurait jamais imaginé que finalement ça serait des indications de génome, cardiomyopathie dilatée, qui peut dire que les cardiomyopathies dilatées ont des bases moléculaires aujourd'hui, cardiomyopathie hypertrophique, 90% de causes mendéliennes. D'accord ? On était à milieu de penser que finalement, la cause génétique mendélienne, c'était la cause principale de la cardiomyopathie hypertrophique. Et en plus, c'est tout dominant, ça veut dire que si on fait un diagnostic chez une personne, on est quasiment sûr qu'il a un risque sur 2 de le transmettre, et on est quasiment sûr que les autres membres de la famille sont potentiellement porteurs de cette prédisposition génétique à faire une cardiomyopathie, voire une cardiomyopathie elle-même. Et bien évidemment, on va dépister, traiter que ceux qui ont besoin d'être dépistés, traités, pas besoin de faire une échographie cardiaque tous les ans à une personne qui ne porte pas la variation génétique. 50% des personnes n'auront pas besoin d'avoir une surveillance annuelle avec ce que ça représente en termes de stress, etc. Pour les autres, par contre, le stress, il est bien là, hein, ça c'est sûr. J'ai une prédisposition génétique, un jour il va m'arriver un truc. Alors, donc du coup, on a dit qu'on faisait notre bilan étiologique. Aujourd'hui, on est encore en stratégie phenotype first. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la version pas sympathique où on est obligé de passer par effectivement une consultation où on va examiner l'enfant, ou l'adulte, on va faire des bilans malformatifs, des examens extrêmement importants et qui sont pas forcément avec un très bon rendement. En plus, ça coûte beaucoup d'argent à l'État, alors que finalement, on pourra peut-être en gagner un peu avec les examens génétiques, qui n'était pas non plus prévisible tout de suite. Alors, par exemple, une séquence de Pierre Robin chez un enfant qui va avoir une petite taille à la naissance éventuellement, mais pas forcément. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On peut mettre en évidence un syndrome de Stickler, donc une pathologie du collagène de type 2. Et là, super, on peut faire à la naissance la prise en charge d'une séquence de Pierre Robin, mais si je méconnais ce diagnostic, quelles sont les complications potentielles chez ce patient-là ? Les complications potentielles chez ce patient-là, c'est qu'il va faire de l'arthrose précoce. Et donc, du coup, il faut faire la prévention de cette arthrose précoce. Comment ? Pas d'obésité, pas de sport violent inadapté, et un travail de préférence où on ne va pas porter des charges lourdes. Ça apparaît bête comme ça, mais n'empêche que on gagne du temps de prothèse, on gagne plein de choses. Et puis on sait que ce sont des enfants qui ont un risque d'avoir un déficit auditif beaucoup plus important que n'importe quel enfant. Donc on va faire la prévention de ce problème de surdité et un appareillage précoce, et on va même pouvoir travailler de façon très claire. Et puis il y a ce risque de décollement de rétine qui est extrêmement important et pour lequel il faut faire de la prévention très tôt, parce qu'un tout petit qui fait un décollement de rétine, il va pas dire tiens je vois un peu bizarre parce qu'il est trop petit, il parle pas encore. Donc si j'ai une séquence de Pierre Robin avec un syndrome de Stickler et que j'hyperventile, je vais faire de la pression positive et je vais peut-être décoller de façon iatrogénique la rétine de ce patient-là, et là on aura tout perdu. Alors bien évidemment, la chirurgie est très utile par exemple, les patients qui ont un syndrome de Treacher-Collins. Oui, mais on a d'autres choses à faire chez un patient qui a un syndrome de Treacher-Collins, puisqu'il faut qu'on puisse prendre en charge le patient dans sa globalité et réfléchir à tous les soucis que ces patients peuvent avoir. 10% de malformations cardiaques associées dans le syndrome de Treacher-Collins. Et puis, il faut envisager aussi l'hérédité et le risque de transmission dans le syndrome de Treacher-Collins. Dans 90% des cas, c'est lié à des mutations dans le gène TCOF1, on sait que c'est dominant, mais dans 10% des cas, ce sont d'autres gènes, et il y a des formes récessives de syndrome de Treacher-Collins, où finalement, il n'y a pas d'histoire familiale, la personne a cette maladie-là, et là, le risque, c'est pour la fratrie, c'est pas pour le couple. En plus, il y a une pénétrance incomplète et une expressivité variable qui fait qu'on pourrait croire dans cette famille, par exemple, en haut à droite, alors je ne sais pas s'il y a un pointeur qui marche ici, on pourrait croire que dans cette famille, finalement, cette maman, elle n'a pas de syndrome de Treacher-Collins parce qu'elle est elle a une expression du phénotype qui est extrêmement faible, mais elle a le génotype et elle a ses enfants avec
toutes ces pathologies-là. Alors c'est là où on atteint la grande limite de l'examen génétique, c'est que l'examen il est diagnostique et il n'est pas pronostique, c'est-à-dire que malheureusement, on ne va pas être capable, si on fait un diagnostic prénatal ou préimplantatoire pour cette maman, de dire si l'enfant à venir va avoir une forme très sévère de la maladie ou au contraire va être paucisymptomatique comme la maman. Et donc là, on est quand même très très embêté. Alors d'autres exemples de prise en charge de patients qui vont avoir des malformations crânio-faciales, le syndrome Kabuki. Ok, on sait que parfois il y a une fente du palais, on sait qu'il y a des oligodonties, mais les éléments de prise en charge sont oui, de ces symptômes-là, orofaciaux, mais également des autres symptômes. On sait qu'on va avoir, par exemple, une fois sur deux, des malformations cardiaques, des problèmes dysimmunitaires, avec 70% de troubles de l'immunité avec des infections à répétition. Donc clairement, il faut bien être au courant de ça, parce que sinon on va courir après des otites surmuqueuses, des otites, des tas de soucis de ce genre, alors qu'en fait, peut-être qu'on peut avoir d'autres solutions thérapeutiques. Et à l'âge adulte, 25% d'auto-immunité avec des thrombopénies, des anémies auto-immunes, qui sont les premières causes de décès chez ces patients-là. Donc clairement, on doit être dans la prévention, de l'éducation thérapeutique, de à quoi ça ressemble, des bilans systématiques ciblés sur les soucis de ces patients-là. Et vous voyez bien qu'on sort de la fente palatine isolée ou des oligodonties isolées, parce que va se mettre aussi en place toute la prise en charge des difficultés d'apprentissage et de l'inclusion à l'école. Et c'est uniquement en comprenant bien le fonctionnement mnésique de ces patients qu'on sera capable de pouvoir les inclure le plus possible en scolarité ordinaire. Ces patients-là ont des troubles du graphisme fin terribles. On a pu mettre en évidence que, en fait, ils avaient la zone d'idéation et de réalisation des mouvements qui étaient plus petits en faisant des IRM type VBM. Le problème génétique entraîne un défaut de réalisation du mouvement. Ils perdent leur pli de flexion et donc leurs problèmes de graphisme fin sont liés à leur pathologie. Et la seule façon de contourner le handicap, c'est de mettre en place un clavier d'ordinateur. Ils connaissent leurs lettres, ils savent les faire avec l'ordinateur, ils ne savent pas les faire avec le graphisme. Donc on a des éléments de rééducation et de compensation du handicap spécifiques pour les maladies, et plus on ira loin, et plus on sera capable de comprendre. Alors vous avez bien compris, je ne vous parle que de forme syndromique, mais bon, parce que c'est celle que je connais bien. La microdélétion 22q1.2, là encore, une pathologie extrêmement fréquente. Un enfant sur 2000 naît avec cette pathologie-là, avec la microdélétion 22, et après, il y a une possibilité extrêmement importante de symptômes, et c'est uniquement le dépistage, la prévention et le suivi qui va permettre de pouvoir éventuellement compenser ces différents symptômes qui sont listés ici. Certes, il y a beaucoup de problèmes orofaciaux chez ces enfants-là, mais pas que. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on fait un focus et qu'on rassemble en fait les enfants et les adultes qui ont le même problème génétique, on va avoir des niveaux de connaissances supérieurs que si je vais les prendre sans me soucier de la part génétique. Et donc on voit bien là qu'un diagnostic de précision amène de la connaissance et amène des solutions de prise en charge différentes. Alors comment ça se lit ça ? Simplement, les patients avec microdélétion 22q1.2 ont un indice de nasalité extrêmement important et après chirurgie gardent des difficultés. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces connaissances-là parce qu'on sait que on va pouvoir atteindre un certain objectif, une certaine cible, mais que il faut informer quand même les patients des difficultés, de comment on va pouvoir avancer avec eux et comment on peut et jusqu'où on peut aller dans le traitement. Alors, il y a d'autres informations très intéressantes qui est par exemple que l'innervation, donc ce sont des souris, et on voit l'innervation des souris donc, qui n'ont pas de soucis particuliers, et des souris qui ont la microdélétion 22q1.2, et on s'aperçoit en fait que ces souris-là ont une innervation anormale entre le 10 et le 9, des ponts nerveux, qui peut expliquer que quand on doit faire ABCD, eh ben, c'est compliqué de faire ABCD parce que je ne vais pas contracter comme je le voudrais dans ma tête, et l'information nerveuse, le circuit nerveux, va brouiller les cartes. Ils ont plein d'autres soucis, et ça, on peut le savoir que si on observe bien ces patients et que si on a un diagnostic génétique de précision, sinon je vais tout mélanger et je ne vais pas avoir d'informations claires. On a des problèmes de
platybasie chez ces patients-là. Et on a aussi des problèmes de disproportion vélopharyngée. Vous voyez par IRM une reconstruction vélopharyngée de témoins qui n'ont pas la microdélétion 22 et des patients qui ont une microdélétion 22. Donc on a plein d'éléments très clairs pour comprendre pourquoi il y a les difficultés. Après, la deuxième étape, ça va être de comment mieux traiter ces difficultés. Mais si je n'ai pas compris ce qui se passe, si je n'ai pas compris que la fièvre, il y a plusieurs étiologies et que je ne traiterai pas une méningite virale comme une méningite bactérienne, je ne serai pas capable de prendre en charge un patient qui a une fente palatine parce qu'il a tel souci ou il a tel autre souci. Et très clairement, on est dans ce démembrement-là et l'outil génétique est là pour faire justement cette information et cette capacité de pouvoir rassembler les informations et faire de la recherche de qualité. Donc pourquoi une consultation avec un généticien clinicien ? Je parle bien d'un généticien clinicien parce qu'il y a des généticiens moléculaires et des généticiens cliniciens et souvent on confond les deux. Moi je ne fais pas de paillasse, je suis tout à fait incapable de faire ce que font mes collègues généticiens moléculaires et mon travail uniquement c'est d'accompagner les examens génétiques chez les patients et de voir si on est dans une forme isolée syndromique en sachant que mon métier est en train de disparaître parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui est en train de faire pas encore mieux, mais bientôt mieux que moi, c'est-à-dire de voir l'aspect morphologique d'un patient et de dire « Oula, tiens, ça c'est peut-être le syndrome de Tartampion ». Il y a un logiciel qui s'appelle Face2Gene qui se sert des reconnaissances visuelles faciales et qui va vous dire « Tiens, c'est le syndrome truc, c'est le syndrome machin ». Bon. Après, ce qui est bien, c'est de pouvoir apporter des explications sur ce que ça veut dire et comment on va coordonner de la prise en charge. Et donc là, je pense que j'ai encore de la place en termes de travail. Alors, quand on fait un examen génétique, le professeur Arnold Munich vous l'a dit, on a besoin d'un consentement éclairé. N'importe qui peut prescrire un examen génétique, il faut juste... Donc vous pouvez prescrire un examen génétique, puisqu'on en discutait tout à l'heure, des personnes pensaient que c'était interdit, c'est autorisé, vous avez tout à fait le droit de faire un examen génétique, vous devez par contre savoir expliquer le résultat, connaître les conséquences en termes de transmission par rapport aux autres membres de la famille et participer au dépistage des apparentés. Ça, c'est le décret parentel. Aujourd'hui, quand on fait un examen génétique, si l'information est importante pour les autres membres de la famille, vous devez participer à l'information aux autres membres de la famille. Ça serait bien dommage de faire un diagnostic d'une pathologie et de méconnaître la transmission aux apparentés et que les apparentés n'aient pas les bons soins que vous pourriez prodiguer pour le patient. Du coup, on l'a vu, c'est très hétérogène, très complexe, on a besoin d'examens génétiques. Et dans les différentes conclusions que je vais faire, je ne sais pas si je ne suis pas allé trop vite ou si j'ai dépassé mon temps, on a besoin d'un diagnostic de précision, j'espère que je vous ai convaincu, pour savoir de quoi on parle. Pas juste pour collectionner des papillons. On est sorti de cette génétique science pour arriver dans une génétique médicale. Ce qu'on veut, c'est apporter un diagnostic de précision pour pouvoir mieux guider les soins, mieux accompagner le patient et se sortir de cette vision que finalement ce que j'observe, c'est la maladie. Ce qu'on observe, c'est pas la maladie, c'est juste l'expression de la maladie. Et si on est trop focalisé sur son organe, on va rater la prise en charge dans la globalité du patient. Et on l'a vu pour les patients qui ont une microdélétion 22. Certes, c'est très important parce qu'ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin de pouvoir bien échanger avec les gens, mais ils ont d'autres soucis et il faudrait pas mettre tout le paquet sur un problème pour ensuite ignorer les autres et que finalement, on se retrouve avec des soucis beaucoup plus complexes. Et donc, il ne faut pas confondre, par contre, diagnostic de précision et pronostic. Parce qu'on l'a bien vu, j'ai une fente palatine, en fait, le patient a une microdélétion 22q1.2, on a bien vu qu'on a plein de choses à faire pour ce patient-là, mais néanmoins, je ne suis pas pronostic. Je ne suis pas pronostic du degré de difficulté d'apprentissage, je ne suis pas pronostic du risque de malformation cardiaque, et si cette malformation cardiaque est traitable ou pas, et ça... c'est probablement les avancées futures de la génétique, c'est d'être capable, avec un examen type un génome, de dire j'ai ce variant rare à effet fort qui est responsable de la maladie, et tous les autres variants à côté qui modulent cette maladie et qui va faire que je vais avoir une malformation cardiaque ou pas dans la trisomie 21 ou la microdélétion 22, je vais avoir un degré de difficulté d'apprentissage plus ou moins important ou pas, et l'idée c'est qu'on est dans du pronostic, ce qui aujourd'hui n'est pas du tout capable. Et ça, c'est très important de garder cette information à l'idée parce que on pourrait s'imaginer que si je fais un diagnostic
anténatal de microdélétion 22q1.2, j'ai tout compris. Non, j'ai pas tout compris. Je sais qu'il va y avoir un problème, mais je suis incapable de dire quel est le degré de ce problème, voire même, pour la microdélétion 22q1.2, on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aucune expression de la maladie ou très peu d'expression finalement. Il y a des problèmes de pénétrance incomplète même dans ces maladies-là. On s'en est rendu compte avec le dépistage non invasif. En fait, nos collègues en Belgique et dans d'autres endroits font des génomes basse couverture. C'est-à-dire qu'en gros, ils font un scan de l'intégralité des chromosomes et peuvent mettre en évidence en anténatal des microdélétions 22q1.2. Et là, on s'est rendu compte que on est quasiment à une incidence de 1 pour 1000, c'est-à-dire 2 fois plus que ce qu'on connaissait avant. Et donc, ça veut dire qu'il y a probablement beaucoup de gens qui ont cette microdélétion 22 qui n'ont pas tant de symptômes que ça. Et ça, c'est un vrai souci, c'est le pronostic, parce qu'on va être en difficulté dans l'accompagnement des parents, des couples dans ces difficultés-là. Et je vous remercie, et s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Oui, mais on a le temps pour quelques questions. Pour le professeur Geneviève. Oui, non, tout bien. On va commencer plus tard aussi. Oui. Ah bon, d'accord. Vincent Coulouagnon, ORL. Donc, juste une petite question de Béotien par rapport justement à ce dont parlait tout à l'heure, Arnold Munich, concernant ces variantes de signification inconnue. Est-ce que, quand vous mettez en place de nouveaux tests basés sur l'étude de tout le génome, vous étudiez le pourcentage justement prédictif de variantes inconnues? Est-ce que pour vous, c'est un critère de sélection? On va utiliser telle plateforme parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de variantes et qu'on pourra donner des réponses précises aux gens? Ou alors est-ce qu'on lance quand même le... Alors, moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important, c'est que si on a un truc dont on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas quoi en faire, donc à quoi ça sert de le rendre? Alors c'est vrai qu'on a eu, mais on s'est beaucoup concentré à un moment sur ces variantes de signification inconnues, parce on était dans nos atermoiements et on vous en a fait profiter. Et donc du coup, tout le monde s'est dit, mais c'est quoi ces examens génétiques là? On nous parle de trucs dont on ne sait pas quoi faire, j'en veux pas. Et je comprends, parce que l'idée c'est que il faut bien se dire que comme on ne sait pas tout en génétique, si on a un truc dont on ne sait pas quoi en faire, c'est comme si on savait... Voilà, on n'en fait rien. Sur nos 2 fois 20 000 gènes, on sait qu'on a 5 000 à fonction connue, 3 800 qui sont rattachés à des maladies pour 8 000 maladies différentes. Ça veut dire qu'il y a 3 gènes sur 4, on ne sait pas à quoi ils servent. Et aller vouloir impérativement gratter une variation dont on ne sait pas ce qu'elle fait, il faut laisser tomber. On reverra, on relira l'examen génétique dans 1 an, dans 2 ans. Aujourd'hui, on a maintenant quand même des datas, parce qu'on est dans du partage de données avec l'international, qui sont extrêmement denses, avec une possibilité de reclasser nos variants génétiques, qui fait que, en gros, il faut rendre ce qui est réellement responsable de maladie, et puis le reste, on le met de côté, et puis on verra l'année prochaine. Ça peut apparaître un peu bizarre de se dire on reverra l'année prochaine, mais très clairement, c'est notre stratégie. Un examen pangénomique type exome ou génome négatif, on se revoit dans 1 an. Parce qu'on aura suffisamment de données pour qu'éventuellement ça devienne positif à ce moment-là. Madame de Noyel. Bonjour, Françoise de Noyel, donc ORL. Je voulais savoir si la CGH arrêt avait encore sa place dans nos syndromes avec malformation crânio-faciale, ou est-ce que vous allez aller à l'exome très vite, ou à des choses plus ciblées? Voilà, merci. Alors aujourd'hui on est au milieu du gué, c'est-à-dire que on peut faire des examens avec une stratégie phénotype en premier, donc la CGH arrêt elle est très utile aujourd'hui. Quand on va commencer à faire du génome, je ne sais pas si un jour il y aura une préindication du PFMG pour les maladies rares tête et cou, mais le jour où il y en aura, on va remplacer tous les examens qu'on faisait avant par le génome, parce que le génome permet de voir s'il y a une lettre en plus, en moins, ou qui est changé, ou un morceau de chromosome en plus ou en moins. Donc ça remplacera la CGH arrêt, ça remplacera l'exome ou le panel de gènes. Et ça le remplace déjà dans certaines indications. Ah oui, Madame Vasquez, oui, pardon. Vous m'entendez là? Oui. Oui. Si vous avez dans un syndrome très rare ou un syndrome qui paraît nouveau, une famille qui vous intéresse au sens où il y a plusieurs personnes atteintes, d'une part, jusqu'où allez-vous parce que là, on est vraiment dans la recherche, même si on a le phénotype, la clinique et la famille. Et la question qui va avec, parce que j'ai
il me semble que Arnold a dit qu'on ne faisait pas de dépistage en dessous de 15 ans. Et là, comment explorez-vous la famille et jusqu'où allez-vous dans la fratrie? Alors, on n'est pas censé faire du dépistage chez des mineurs asymptomatiques. C'est-à-dire que si l'enfant il est malade, on va faire un examen génétique. Alors là, c'est là où c'est compliqué, où le laboratoire il va tendance à vouloir comprendre ce qui se passe, donc il va pousser à faire des examens chez des mineurs. Bon, logiquement, on n'est pas censé le faire. C'est-à-dire qu'on a un enfant, il a un frère, une sœur, faire un prélèvement génétique chez le frère et la sœur, et un examen limite qui, a priori, est hors la loi. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, il y a quand même maintenant, aujourd'hui, la possibilité de pouvoir partager les données à l'international et pouvoir justement décloisonner ces situations complexes où on a, a priori trouvé dans une famille, mais on est coincé parce qu'on n'a pas la deuxième famille, parce qu'on la cherche dans notre petit périmètre. Aujourd'hui, on a la possibilité d'utiliser GeneMatcher, c'est comme Facebook ou Mythic pour les généticiens, et donc on va pouvoir se mettre en contact avec des gens à l'international. Mais comme ça permet de faire des trucs super chouettes. Avec Guillaume, par exemple, Guillaume Captier, on a 2 papiers aujourd'hui qui sont acceptés dans Genetic in Medicine et Nature Genetics parce qu'on a fait GeneMatcher. C'est-à-dire que tout seul, à Montpellier, on n'est pas bon. Avec le reste du monde, on est les rois du pétrole. Voilà. J'aurais juste 2 petites remarques. La première, c'est que on est tous conscients effectivement que la génétique a une place qui va augmenter avec le temps. Heureusement qu'il reste un peu de place pour le phénotype, comme pour nous, de mesurer, d'examiner les patients. Et la deuxième, c'est que c'est vrai la plupart des patients qui ont des maladies rares qu'on voit en consultation sont adressés aux généticiens, pas tous, mais une grande partie. Parfois c'est un petit peu compliqué quand les familles ne s'y attendent pas, ce qui peut arriver, c'est rarement le cas, mais la plupart du temps c'est souvent un soulagement. Une fois qu'on explique pourquoi on s'adresse aux généticiens, certes on explique bien aussi qu'il peut y avoir des questions auxquelles on n'apporte pas de réponse, qu'il n'y en a pas, mais c'est toujours, quasiment toujours pour eux une étape importante, même si effectivement ça ne débouche pas sur une prise en charge particulière ou sur un diagnostic très spécifique. Très bien, merci beaucoup. Oui, bien sûr, mais pardon. C'est plutôt un petit complément d'information sans être généticienne, sont des travaux. Enfin, la question de qu'est-ce qu'est la maladie, qu'est-ce qu'est le symptôme, comment les repérer, etc. Les préindications sont des sujets qui sont tout à fait à l'ordre du jour dans chacun des réseaux de centres de référence, centres de compétences et au sein de la filière. Il va y avoir un nouvel appel à projet pour déterminer des nouvelles préindications qui devrait arriver à la fin de l'année, justement pour pouvoir éventuellement être sélectionné pour la filière tête-cou, ce qui n'est pas le cas encore actuellement. Concernant cette histoire de maladies et de symptômes, ce sont des choses qui sont en définition au sein de chacun des réseaux de centres de référence, coordonnateurs et compétences, qui vont être l'objet de discussions justement dans beaucoup des réunions de réseau de cet après-midi, avec un passage en tout cas qui a été présenté cette semaine au ministère dans notre filière via Bamara, pour les repérer, bien les coder, homogénéiser tout ça. Et donc vous en discuterez plus longuement cet après-midi dans chacune des réunions. Merci encore.